Bangkok, une ville qui m'est encore inconnue. Un territoire vaste et totalement différent de ce qu'on connaît, nous, en tant qu'occidentaux. Ce voyage, c'est l'occasion de se connecter à quelque chose de plus grand, d'élargir ses connaissances sur cette culture et cette religion qu'est le bouddhisme. Notre voyage débute donc à Bangkok, l'une des capitales du bouddhisme. En effet, 94,6% des Thaïlandais se disent bouddhistes. Et la Thaïlande fait partie des pays où on en retrouve le plus, avec la Chine. Notre mission ? Découvrir le plus de choses en 3 jours. Après quoi, notre voyage se poursuivra à Phuket, île située au sud de la Thaïlande et pour laquelle l'épisode suivant sera dédié. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis super excité de découvrir cette culture passionnante et profondément ancrée dans le cœur de la Thaïlande. Beaucoup de choses nous attendent. Et pour ce voyage, je serai accompagné de Megan, ma copine, ainsi que sa famille, Christelle, Stéphane et son frère Kenzo. Tous ensemble, nous partons donc à la découverte de ces nouvelles terres qui s'offrent à nous. Salut les gens, c'est bon, on est enfin arrivé à Bangkok. On va pouvoir faire du très sale. J'ai trop hâte de découvrir tout ça, de découvrir la ville, découvrir comment les gens vivent, etc. L'aéroport est gigantesque. Est-ce que c'est bon pour vous? non, mais en vrai, ça va être trop cool. Voilà, trop hâte quoi, tout simplement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas voyagé, que j'avais pas voyagé. Donc là, pendant 2 semaines, ça va être le kiff total. Bref. De toute façon, je vais vous montrer tout ça, vous inquiétez pas. On va faire une putain de vidéo. Et en tout cas, moi j'espère que ça vous plaira. Bon, salut tout le monde. On est bien arrivé à l'hôtel, comme vous avez pu voir. Donc, première nuit, on est parti de l'aéroport. On a réussi à trouver une navette, c'était un peu compliqué. Mais on est bien arrivé à bon port. Regardez, si vous regardez un peu, si je vous invite un peu, regardez la vue qu'on a en face. Je sais pas si vous voyez bien, mais on a un petit temple plutôt sympathique. Voilà, après... ça reste la ville, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer vite fait et on va aller manger un petit truc parce que ça fait depuis ce midi qu'on n'a rien mangé et actuellement il est quelle heure? Il doit être 22h, ouais, il est 22h, donc on va bouffer et puis après on va revenir à l'hôtel pour vraiment commencer notre voyage demain. On se retrouve donc le lendemain pour le début de notre aventure. N'ayant pas loué de véhicule, nous nous déplaçons en tuk-tuk. C'est ce petit engin, un scooter aménagé pour accueillir jusqu'à 3 personnes. Petite anecdote, nous nous sommes déjà retrouvés à 5 dans le même tuk-tuk. Et je peux vous dire que j'ai rarement été aussi serré de ma vie. C'est le moyen le moins cher et le plus sympa pour se déplacer. Et dans Bangkok, il y en a partout. Bon, comme vous avez pu le voir, on est en tuk-tuk. Si vous m'entendez pas, c'est normal, il y a tous les bruits de moteur. Regardez, il y a plein de voitures, c'est totalement normal. Donc, on est parti faire un petit temple d'un Bouddha qui était debout, super sympa, j'avais pas le droit de filmer. C'est pour ça que du coup j'ai fait des photos. En effet, nous avons commencé par visiter le temple de Wat Saket, connu pour sa montagne d'or. En fait, selon les temples, on retrouve des Bouddhas qui adoptent différentes postures. Dans le cas de Wat Saket, le Bouddha est debout, la main droite levée et la main gauche contre le corps. C'est la posture dite de l'Abhaya Mudra. Elle symbolise la paix et la protection. Du coup, ce qu'on a fait, on est allé voir un petit magasin. En fait, c'était pour les touristes, pour avoir des petites activités et tout ça. Et du coup, on a pris un séjour complet. En fait, on a pris 3 excursions. On a lâché un, très clairement. Et du coup, on a pris un séjour à Phi Phi Island. On a pris un séjour où on va s'occuper des éléphants. Voilà, on va leur donner à manger, on va les nettoyer, donc ça va être super sympa. Et ensuite on a pris une excursion où on va aller à l'île où s'est déroulé un film de James Bond. Donc c'est l'île James Bond, elle s'appelle comme ça. Donc ça va se dérouler quand on sera à Phuket. Donc ça va être super sympa. Et là en ce moment, je sais pas si vous voyez derrière moi, on est au Grand Bouddha. Donc voilà, on va découvrir ça. Là je pense que je vais pouvoir filmer parce que du coup c'est en extérieur. La croyance a une valeur très forte en Thaïlande et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il s'agit du pays le plus religieux du monde. Pratiqué par près de 90% des Thaïs, le bouddhisme est la religion phare.
suivi par l'islam, le christianisme et l'hindouisme. C'est la branche Theravada que suivent les Thaïlandais. Fondée sur la compassion et la tolérance, son but ultime est l'apaisement de la souffrance, ce qui rend les pratiquants très respectueux des autres croyances religieuses et très ouverts aux discussions sur le sujet. La religion fut apportée par des moines indiens environ 300 ans avant Jésus-Christ, dans la ville de Nakhon Pathom. Un exemple du fort impact de la religion en Thaïlande est la vieille tradition de la retraite annuelle des pluies. Pour tout homme bouddhiste ayant plus de 20 ans, il faut effectuer un séjour monastique. Cet épisode spirituel doit durer entre 5 jours et 3 mois. Pendant la période de mousson, la période où nous sommes donc allés en Thaïlande, c'est la saison des pluies. Tous les moines renoncent au voyage et restent confinés dans leur monastère, limitant ainsi leurs activités aux études et à la méditation. En Thaïlande, ces derniers sont les figures les plus respectées de la population. Après avoir contemplé le magnifique temple de Wat Intarawiyan, nous nous dirigeons désormais vers la pirogue qui nous attend pour rejoindre les Klong de Bangkok. Hop là, petite pause. Alors à votre avis, pourquoi ce rire? En fait, il s'agit de Megan. Comment vous dire qu'elle n'apprécie pas particulièrement le fait de se retrouver sur un bateau? Et ça va durer pendant tout le voyage, et notamment quand on sera à Phuket. Oh putain, c'est vrai que t'as le mal de mer toi. Faut pas me penser à ça. Ah mais je pense à d'autres choses. Regarde au loin. Nous voilà donc en route pour les Klong de Bangkok. Les Klong, c'est le mot employé par les Thaïs pour désigner les canaux du fleuve Chao Phraya, seigneur des eaux en Thaï. Ils servaient autrefois pour le transport de marchandises et de personnes. Aujourd'hui, la plupart des canaux ont été transformés en rues et il n'en reste que quelques-uns à l'ouest de la rivière. Pour moi, c'était une expérience qu'il ne fallait pas louper pendant notre séjour, car elle nous permet de nous plonger dans une autre facette de la ville, plus rurale, plus rustique et par conséquent plus dépaysante. La majorité des maisons sont sur pilotis et sont très souvent dans un état pitoyable. Pour autant, je trouve ça magnifique. On est clairement plongé dans un autre monde. Seulement, les habitants des Klong sont en contact direct avec les varans. Bien que nous soyons émerveillés d'en apercevoir, pour la population thaïlandaise, ces bêtes considérées comme nuisibles sont même surnommées Iya dans le pays, mot faisant partie des jurons les plus vulgaires en Thaï. Les varans avaient l'habitude de voler de la nourriture aux habitants, c'est pourquoi ces derniers les maudissent. Pour ne rien arranger, ils se sont multipliés depuis quelques années, alarmant ainsi les autorités de la ville. C'est pourquoi il est nécessaire d'y faire particulièrement attention, car ils peuvent tout à fait blesser les humains. Notre voyage dans les Klong touche à sa fin. Notre terminus, il s'agit ni plus ni moins que de Wat Arun, le temple de l'aube. Il doit son nom au dieu de la mythologie hindoue, Aruna, symbole de l'aurore.
Ce temple bouddhiste est une représentation architecturale du mont Meru, le centre du monde dans la cosmologie bouddhiste. Il représente simultanément le centre de l'univers et l'unicité de l'esprit recherché par les adeptes. Bonjour tout le monde, du coup c'était pour vous dire qu'on a fait un petit trip en bateau, c'était super sympa, du coup comme je l'avais dit juste avant. Donc là on a terminé notre périple, j'ai fait plein de vidéos, on a croisé vachement de varans, c'était un truc de ouf, vraiment au pied des maisons, c'était incroyable le nombre, on s'en rend pas compte, même ils nagent comme ça à côté des bateaux, c'est incroyable. Donc là on est dans un petit magasin où en fait on va habiller ma copine en tenue traditionnelle thaïlandaise, et puis on va faire des photos, plans, vidéos de tout, d'elle en train de shooter quoi, tout simplement. Donc un petit shooting improvisé au Grand Palace, plus dire, il n'y a rien de meilleur. Je parle, mais malheureusement, pendant que Megan se prépare, voici ce qui nous tombe sur la tête. Une méga averse orageuse. Pour le coup, on n'a vraiment pas de chance. Heureusement, je suis invité à rejoindre Megan pour m'abriter tout en profitant de la mise en beauté des femmes qui souhaitaient s'habiller en tenue traditionnelle. Après plus de 20 minutes de pluie intense, une petite fenêtre de cam s'offre à nous. On en profite donc pour faire un maximum de photos. La tenue traditionnelle thaïlandaise connue sous le nom de Sut Thai est un vêtement culturel unique et magnifique qui a été porté pendant des siècles. Il a une histoire riche et est une partie importante de l'identité culturelle de la Thaïlande. Sut Thai est généralement porté pour des occasions formelles telles que des mariages, des festivals et d'autres célébrations. Il en existe de nombreux genres, chacun avec ses propres caractéristiques et caractéristiques uniques. Nous avons choisi le hamarin, une robe de soirée. Seulement, la pluie retomba de nouveau. Nous forçons donc à nous abriter. C'était l'occasion de découvrir le temple Phra Vihara Chulamani. Après une journée bien chargée, on décide de rentrer à l'hôtel pour se rafraîchir dans la piscine, histoire de se reposer parce que mine de rien, les journées sont quand même fatigantes. Bon, comme vous avez pu le voir les amis, ça s'est pas vraiment déroulé comme on l'espérait. On s'est pris un torrent de flotte sur la gueule, c'était assez violent. Je dois vous admettre qu'on a quand même rarement vu ça, même en Bretagne, c'est pour vous dire. Donc ça a pas mal niqué nos plans. Donc pile poil en fait quand ma copine termine de s'habiller et de se maquiller, gros torrent. Donc là, le rêve finit un peu en cauchemar parce que c'était pas des petites trompes d'eau et ça a mis pas mal de temps. En fait, ça s'est pas vraiment arrêté. Il y a toujours une petite pluie fine et vous savez que en vidéo, même en photo, voilà, laisser sa caméra dehors quand il pleut, c'est pas la meilleure chose à faire malgré que mon objectif soit tropicalisé tout ça. Ça protège quand même pas très bien de l'eau et j'ai pas prévu de sac anti-pluie pour la caméra. Donc voilà, première journée véritable qui se termine, sympathique. On a rencontré des super mecs là dans les tuk-tuk, c'était incroyable. Demain, on part en taxi en dehors de Bangkok où en fait on va faire le marché flottant et le marché du train. Donc, on va faire ça demain, ça va durer à peu près 2-3 heures sur place. On a une heure de Bangkok, donc je vais vous filmer ça comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà quoi. Donc là on va tranquillement s'endormir, bien se reposer parce que cette journée était assez éprouvante. La chaleur était assez pesante, mais je trouve que je m'en sors plutôt bien. En vérité, il n'y a pas eu de malaise, donc c'est le principal. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain pour l'excursion du marché flottant. On se retrouve pour le deuxième jour à Bangkok. Aujourd'hui, on quitte le centre-ville pour se diriger vers le sud-ouest, dans la province de Samut Songkhram, à Muay Klong, pour visiter le si connu marché du train. L'origine du marché remonte avant l'arrivée du train. Ainsi, même lorsque la voie ferrée s'est construite en 1905, le marché ne s'est pas déplacé. Il a continué à fonctionner sur le chemin de fer comme il le fait aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard. Mais ce qui frappe le plus, c'est de savoir que ce marché est destiné à 100% au commerce local, alors que des centaines de touristes le parcourent tous les jours. C'est un marché traditionnel où l'on vend de la viande, du poisson, des fruits et des légumes. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial? En fait, sa particularité, c'est qu'à chaque fois que le train arrive,
le klaxon retentit et les vendeurs replient leur tente en quelques secondes. Une fois que le train est passé, la vie reprend son cours comme si rien ne s'était passé. C'est tout simplement incroyable qu'un marché puisse vivre dans un espace aussi restreint. Notre journée ne fait que commencer. On se remet donc en route vers le marché flottant situé à 15 minutes d'ici. Après s'être délesté de 1000 bahts, on a donc accès à une pirogue pour partir en marché flottant. Ce marché, c'est celui de Da Noen Sarawak. C'est le plus populaire de Thaïlande. Si les marchés flottants sont aujourd'hui surtout des attractions très touristiques, ils ont fait partie du quotidien des Thaïlandais pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce que les scooters remplacent les bateaux. Leur origine remonte au règne de Rama IV qui, entre 1866 et 1868, a construit un canal de 32 km pour unir les fleuves Moe Klong et Tachin. Les habitants de la zone ont ensuite creusé plus de 200 petits canaux et les marchés flottants sont apparus. Bien qu'il soit désigné comme marché flottant, je trouve personnellement qu'il n'est pas aussi flottant que ce qu'on peut penser. Et c'est bien sur ce point que j'ai été un peu déçu. En effet, ce marché peut être considéré plutôt comme une boutique souvenir géante. On y croise des objets déco, des vêtements, des figurines et un peu de nourriture. Je pensais évoluer sur des canaux remplis de pirogues qui nous proposeraient des fruits, des repas. De la pirogue à pirogue quoi. Vous voyez ceci? Eh bien c'est ce que je pensais avoir droit tout au long du marché. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. D'autant plus qu'on retrouve très souvent les mêmes produits dans chacun des stands que l'on passe. Cependant, c'était le seul qui était ouvert en semaine. C'est aussi pour cette raison que ce marché est aussi promu. Cependant, je trouve cette partie du marché incroyable. On n'a pas l'habitude de voir un petit village chez nous comme ça, vivre sur l'eau. Donc pour moi c'est totalement nouveau et j'adore ça. Ça donne vraiment un côté atypique à notre voyage et c'est précisément ce qu'on est venu chercher. Après avoir filmé quelques plans dans ce petit centre-ville, nous nous engouffrons dans un canal du marché où le commerce se fait davantage de bateau à bateau. Tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. On en profite pour acheter quelques anas qui par ailleurs sont excellents en Thaïlande, car pas de problème d'importation. 200. Ouais. Les ananas sont frais, sucrés et mûrs directement. C'est une pure tuerie. Et c'est sur cette touche sucrée que s'achève notre périple dans le marché flottant de Da Noen Sarawak. Étant donné qu'il nous reste du temps avant le coucher du soleil, on décide d'aller visiter le temple de Wat Po, le Bouddha allongé. D'une superficie de 8 hectares, ce temple est situé à l'est du fleuve Chao Phraya. Le complexe du temple abrite la plus grande collection d'images de Bouddha en Thaïlande, y compris ce majestueux Bouddha couché de 46 mètres de long et 15 mètres de haut.
Regardez-moi la taille du bousin. Le temple est considéré comme le premier centre d'éducation publique en Thaïlande. Les illustrations en marbre et les inscriptions placées dans le temple pour les instructions publiques ont été reconnues par l'UNESCO dans son programme Mémoire du monde. Cette statue représente Bouddha sur son lit de mort, sur le point d'accéder au parinirvana. Elle représente l'entrée du Bouddha dans le nirvana et la fin de toutes les réincarnations. Elle a été construite par Rama III en 1832. La plante de ses pieds mesure 3 mètres de haut et 4,5 mètres de long. Elles sont incrustées de nacre qui représentent les 108 états du Bouddha. Au centre de chacun de ses pieds, on y retrouve un cercle représentant un chakra ou un point d'énergie. À l'extérieur de la pagode se trouve un atelier où il est possible de mouler d'énormes bougies grâce à des palets de cire sur lesquels étaient gravés les signes astrologiques. On décide donc d'apporter notre pierre à l'édifice en choisissant chacun notre propre palais. Étant né en août, je choisis donc le lion. Le moulage de la bougie consiste à placer son palais dans une cuve dans laquelle il va fondre et dans laquelle se trouvent des huiles essentielles directement extraites de la citronnelle. Ensuite, on vient récupérer ce mélange avec une cuillère pour remplir le moule. La bougie est associée à l'élément feu dans le bouddhisme et est considérée comme une offrande que l'on associe généralement à l'encens qui représente l'élément de l'air et du sens de l'odorat, à l'eau pour l'élément eau, au feuillage pour l'élément de la terre, des fruits pour le goût et le gong pour le sens de l'ouïe et de l'élément kou. Ce n'est pas la bougie en elle-même qui sert d'offrande, mais plutôt la lumière qu'elle procure. Et la lumière est évidemment le symbole de la sagesse du Bouddha, dissipant l'obscurité fondamentale. Elle symbolise également la purification du sens de la vue. Notre séjour à Bangkok se termine. Pour profiter au maximum de nos derniers instants ici, on décide d'arpenter quelques rues de Bangkok à la recherche de quoi manger. Au bout d'un moment, on tombe sur un stand qui propose des insectes et des scorpions à la dégustation. Ça donne envie, hein. Vous trouvez pas? Donc pour bien terminer la journée, on prend un petit scorpion à déguster. Et dedans, c'est comme dans le cochon, tout se mange. Tu manges de la carapace en fait.
Voilà que. La queue, c'est un Et un coup là. Je pourrais croquer dedans? Juste un croc. À la vôtre. La pince là. Ça a coup grillé quoi. Ouais. Au moins, je pourrais dire que j'aurais mangé un peu de scorpion dans ma vie. Trêve de plaisanterie, allons chercher un vrai repas. Parce que c'est pas avec ce que j'ai mangé comme scorpion que ça va me remplir mon estomac. Welcome to Thailand. Yes! Tu veux autre chose pour laver ou pas? Il y a des Non, saucisses, il y a... Plus prendre. Ouais, ça. Ouais, moi aussi. C'est quoi? Même pas là. One sauce spicy sweet chili. Est-ce que tu veux des sauces spicy, non spicy? Sweet chili. 60 baht. 60 bahts. 30 bahts. 60. C'est 60 bahts. La rue dans laquelle nous nous trouvons, c'est Khoa San Road, une rue populaire de Bangkok, où on y trouve de nombreux bars et stands de boissons et de nourriture. Je dois dire que l'ambiance est vraiment cool. Les sons sont bons. Les basses t'embrouillent bien les oreilles. Ici, tout est fait pour kiffer. C'est pas un beau moment de bonheur. Hein. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps pour nous de rentrer à l'hôtel car demain on se lève très tôt. On se lève à 5h pour prendre l'avion direction Phuket. C'est donc sur ces images impressionnantes que cet épisode se termine. Ce que vous voyez, c'est un groupe de spectacles qui s'entraîne en pleine rue juste à côté de notre hôtel. L'un d'eux m'a montré le nom de leur groupe, mais je vous avouerai que le nom était un peu trop compliqué à retenir. Enfin bref, c'était une sacrée performance. Mais je suis pas sûr que nous laisserions faire ce genre de choses en France, surtout quand il s'agit d'enfants. En tout cas, je ne leur souhaite jamais de chuter. Demain, nous partons à Phuket. On se donne donc rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir un monde plus sauvage, plus verdoyant et donc plus magique encore. Salut! Donc comme vous pouvez le voir sur les images, c'était vraiment magnifique, un truc de dingue. Voilà, là j'ai failli me casser la gueule. La tempête arrive les gars. On va aller. Là, nécessaire. Vous pouvez voir que celui-là derrière moi, il a vraiment pas le temps, il enchaîne les prises. Ça va être vraiment trop cool. Bref, salut.